Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. À l'heure où je vous parle, selon l'université américaine Johns Hopkins, la pandémie de COVID-19 a tué plus de 2,8 millions de personnes dans le monde. Et pour l'instant, le seul remède efficace recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est le vaccin. Mais il y a une polémique qui enflamme les vaccins. Même si l'Organisation mondiale de la santé établit à ce jour plus de 500 millions de doses de vaccins administrés dans le monde, il n'en demeure pas moins qu'il y a une vague de défiance envers les vaccins. Certaines personnes se montrent toujours méfiants et hésitants à se faire vacciner. Mais pour se protéger contre le COVID-19, la question qu'on se pose est, faut-il oui ou non se faire vacciner? Est-ce que les vaccins sont-ils efficaces? Après s'être fait vacciner, combien de temps dure la protection? Quels sont les effets secondaires possibles? Et comment expliquer la vague de résistance envers les vaccins? Parmi les vaccins qui sont disponibles, les vaccins d'AstraZeneca, rebaptisés en Vaxzevria, le vaccin de Moderna, de Johnson Johnson, de Novavax, de Sputnik V, lequel est le plus performant, le plus efficace, le plus prometteur pour lutter contre cette maladie? C'est l'objet de ce webinaire et pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Hélène Troutier. Elle est professeure agrégée de l'école de santé publique de l'Université de Montréal au département de médecine sociale et préventive. Elle est chercheure au centre de recherche THU Sainte-Justine et elle est experte en vaccination. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir. Notre second intervenant est le docteur Ménélas. Notre second intervenant est le docteur Ménélas Nkeshimana. Il est médecin consultant, chef du département accidents et urgences au centre hospitalier universitaire de Kigali. Il est maître de conférences à l'université du Rwanda au département de médecine. Il est le vice-président de l'association médicale du Rwanda. Il est également responsable de la sous-cellule en charge de la gestion des cas de COVID-19 au Rwanda. Merci à vous, cher docteur, d'avoir également accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, je suis le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Nous avons lancé le forum en partenariat avec le réseau international des journalistes. Notre forum existe en 5 langues, en anglais, en français, en arabe, en portugais et en espagnol. Et nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent dans notre forum. C'est le 39e webinaire que nous organisons depuis le début de cette crise sanitaire. Et comme vous le savez, l'ensemble de nos webinaires sont interactifs. Ça veut dire que vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Pour ceux et celles qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez poser vos questions dans les boîtes de discussion qui est en bas de vos écrans. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Le modérateur du forum aimable se chargera de me faire parvenir vos questions afin de les adresser aux panélistes. Ma première question s'adresse à Madame Hélène et la question c'est de savoir, Madame, en face à une maladie aussi mortelle, face à une pandémie aussi complète, faut-il oui ou non se faire vacciner? La bonne question. D'abord, je voudrais vous remercier puis vous dire avant tout que je vous admire de faire ce forum parce que les journalistes, vous êtes importants sur la planète pour avoir un impact sur cette pandémie-là. Donc, je vous remercie en fait de faire ça puis de votre travail en arrière et d'être là pour comprendre vraiment toute l'épidémiologie en arrière puis avoir un impact sur cette pandémie-là. Donc, la question sur la vaccination, absolument. Moi, j'ai aucun intérêt, là, je tiens à le spécifier. Je suis un chercheur indépendant. Je n'ai
aucun intérêt dans des compagnies pharmaceutiques. Je tiens à le spécifier là, parce que c'est extrêmement important. Donc, tout ce que j'ai devant moi, c'est une expertise d'épidémiologiste depuis des années. Je fais de la recherche indépendante là-dedans et la seule chose que je peux répondre aujourd'hui, c'est oui, c'est essentiel de se faire vacciner pour réussir à lutter, là, à arriver au bout de cette pandémie-là, absolument. Avec des vaccins qui, disons-le, sont très efficaces même pour prévenir les cas sévères. Même les dernières données là, chez les enfants qu'on a. Donc, ce sont des choses extrêmement efficaces qui vont réussir à avoir un impact sur cette pandémie-là, là, absolument. Pourquoi est-il important de se faire vacciner? Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas l'importance de la vaccination. Pourquoi c'est important, en fait, de se faire vacciner? Quelles sont les bonnes raisons? En fait, les bonnes raisons, puis tu sais, la vaccination, il faut toujours la penser, je le dis toujours, il ne faut pas avoir une pensée individuelle, il faut la penser collectivement, il faut la penser au niveau populationnel. Des gens meurent, le taux de mortalité associé à la COVID est quand même très important, il faut se le dire. Donc, avec une maladie infectieuse comme la COVID qui est extrêmement contagieuse, puis je pense que son R0, on l'a toujours sous-estimé jusqu'à présent parce qu'on a toujours eu des stratégies pour essayer de limiter nos contacts. Donc, on n'a jamais bien mesuré ce fameux R0-là, là, donc qui est un paramètre qui mesure un peu là, la contagiosité du virus. Un virus qui est extrêmement contagieux aussi, c'est la rougeole, hein, où il faut avoir un nombre très important de populations en fait, vaccinées là, pour réussir à prévenir ces maladies infectieuses-là. Donc, c'est sûr que ce n'est que par une immunité qu'on va réussir à stopper la propagation, qu'on va réussir à se protéger. Et il y a deux façons d'être immunisé, c'est d'attraper la COVID ou d'être vacciné. Donc, c'est simple comme ça. Et si on veut vraiment stopper cette maladie infectieuse-là, c'est certain que le seul outil qu'on a dans les mains, c'est la vaccination. Parce qu'on ne veut pas l'attraper, là. Puis quand je dis qu'il faut le penser dans un but collectif, c'est que oui, chez la plupart des gens, surtout jeunes, comme chez les enfants, ça n'a pas un impact très considérable, la COVID, mais il faut le penser pour l'ensemble de la population où des gens meurent. On meurt sévèrement dans des groupes de population plus âgés et c'est là où il faut vraiment le penser. Et c'est là où il faut avoir, c'est un peu un don de soi, là. C'est pas juste dans un but de se protéger nous. Quand on est jeune, on n'est pas trop inquiète, mais c'est dans un but collectif, dans un but populationnel. Puis si on veut l'arrêter, arrêter que les gens meurent, mais ça passe par chacun de nous dans la population. Mais pourquoi les gens ont peur, en fait, de se faire vacciner? Comment on explique ça? Alors, pourquoi en a-t-on peur? Ça, c'est pas nouveau, hein? Moi, j'ai une grande expertise dans les dernières années avec la vaccination VPH, le virus du papillome humain, pour lequel on a implanté là, des programmes de vaccination universels à travers le monde. C'est pas nouveau, là. Il y a un bassin de population qui est très réticent à cette vaccination-là, quelle qu'elle soit. Maintenant, il y a un historique en arrière de ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Wakefield, là, qui est un peu le médecin-chercheur qui a publié un article qui a montré c'était falsifié, là. Il n'y a rien de véridique là-dedans. Il n'y a aucune association là, qui existe entre l'autisme et la vaccination, mais ça a fait mal, ce papier-là. Ça a pris du temps au Lancet à se rétracter aussi pour ces données-là. Et ça a été très grave. En fait, c'est une des pires histoires de la médecine. C'est tragique ce qui s'est passé là. Et non seulement on a démoli l'image des vaccins, mais ça a eu un impact. Là. On a tué des enfants dans le monde pour ne pas les avoir vaccinés parce qu'on s'est mis à avoir une crainte par rapport à ça. Puis moi, je vous le répète, je n'ai que des milliers de données en arrière de moi qui analysent ça. Il n'y en a pas d'effet là. Il y a zéro effet entre l'autisme et la vaccination. Donc,
Mais ça a fait mal, ces choses-là. Et encore aujourd'hui, on voit une influence de ce papier-là. Il s'est bâti une crainte dans certains groupes de population. Puis aujourd'hui, en fait, on est plus informé, je pense. Tu sais, les vaccins, là, ça fait une éternité qu'on travaille avec ça. C'est un outil extrêmement efficace. C'est une des meilleures découvertes que la médecine aura jamais fait. Ça coûte très peu cher. Ça sauve des vies. Ça a un impact colossal sur l'espérance de vie. C'est vraiment fantastique, là, les vaccins. Quand on regarde ça, on travaille au niveau préventif plutôt que curatif. Donc, ça fait des années, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'informe un peu plus. À l'époque, on s'informait un peu moins, on vaccinait, tout ça, mais je pense que la population, on s'informe de plus en plus, puis on veut être certain que ce qu'on nous injecte ou que, peu importe que ce soit un traitement ou un vaccin, je pense qu'on s'informe plus. Et c'est correct. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui est malsaine sur Internet principalement. Et moi, je le répète, là, sur des milliers de données que j'ai, sur toute l'évaluation que je peux en faire, je ne vois pas d'effet négatif à la vaccination. Et soit dit en passant, ce n'est pas juste pour la COVID. Tu sais, dans le VPH, je veux dire, dans différentes populations, on ne va pas chercher plus que 80% de vaccination, alors qu'on veut aller chercher 100%. Donc, il y aura toujours une poche de résistance, il y aura toujours une poche de méfiance par rapport au vaccin et c'est une poche de population, je pense, qui est difficilement convaincable. Les arguments ne sont pas basés sur une argumentaire scientifique. Donc, c'est toujours très difficile d'essayer de convaincre ces gens-là. Tu sais, quand on dit que le vaccin va nous, je ne sais pas, nous transformer en zombies ou nous injecter une puce qu'on va pouvoir être... Tu sais, je veux dire, c'est difficile. On ne peut pas avoir un argument, tu sais, contre ça. Mais quand on est dans le clinique, quand on voit les gens mourir, quand on voit des gens avoir des séquelles très importantes, je veux dire, on ne peut pas être contre l'idée de vacciner, là. Donc voilà. Puis donc, pour la COVID, je pense que c'est pareil. Je veux dire, on reste au niveau de la vaccination et c'est certain que c'est un nouveau vaccin en plus. Donc, on a des nouveaux vaccins à base d'ARN messager où on a peut-être moins de recul en arrière sur des effets potentiels secondaires. Donc, c'est sûr qu'avec toute nouveauté, en plus, ça ajoute un peu à cette méfiance-là, à cette défiance-là de la vaccination là, de façon générale. Docteur Menelas, vous êtes le vice-président de l'association médicale au Rwanda. Dites-nous chez vous, est-ce que les gens acceptent de se faire vacciner? Ah oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. Je dois vous dire que il y a eu des gens qui ne voulaient pas de vaccin, mais pas à un pourcentage alarmant. C'est parce que avant même la campagne de vaccination, on avait pris assez de temps pour parler à la population, faire des sondages qui avaient démontré que plus de 80% de la population rwandaise était prêt pour le vaccin. C'est aussi expliqué par le fait que pendant qu'on parlait d'une nouvelle maladie au début 2020, c'est à mars l'année dernière, chaque fois qu'on approchait les patients, parmi les choses qu'on nous demandait, ils demandaient est-ce qu'on va voir le vaccin à un moment donné. Donc, c'est une conversation qui avait commencé, qui avait débuté beaucoup plus tôt. Donc, les gens avaient eu le temps d'attendre et attendre et aussi voir ce qui était diffusé dans les médias. Nous, je dirais, on a eu de la chance parce que à un pourcentage, plus de 80% des gens qui étaient prêts, c'était déjà un bon début. Le Rwanda est le premier pays africain à administrer le vaccin de Pfizer. Mais à côté, vous avez aussi le vaccin AstraZeneca.
Pourquoi avoir choisi les deux vaccins pendant qu'on constate qu'en Afrique, c'est plutôt le vaccin AstraZeneca qui est plus con? Est-ce que la population s'était montrée réticente par rapport au premier vaccin, le vaccin britannique d'AstraZeneca? Je dirais c'est par simple hasard ou availabilité de vaccins. On n'avait pas vaccin Pfizer en quantité suffisante pour tout le monde. Il y avait aussi des grands pays qui voulaient en avoir, qui avaient ramassé tout ce qu'il y avait comme vaccin de Pfizer. Et puis, on a eu de la chance d'avoir AstraZeneca qui était prêt à avoir des doses en grande quantité et aussi avec des conditions de stockage qui n'étaient pas aussi difficiles à suivre. Mais au Rwanda, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer, les gens n'ont pas de préférence. On a démontré aussi pendant la campagne de vaccination qui était finie qu'on était à mesure, même dans les pays africains, de recevoir et de distribuer de façon efficace les deux vaccins. Il faut juste soutenir les systèmes, surtout la chaîne de froid. C'est une chose qui est faisable. Madame Trottier, quels sont les bénéfices réels des vaccins? Je veux dire, est-ce que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires sur les personnes, auprès des personnes qui sont vaccinées? Alors, ça, c'est la grande question. Des effets secondaires de toute chose, il y aura toujours un impact de quelconque stratégie qu'on aura. Dans les effets secondaires, moi, je vais rentrer une douleur près de l'épaule. Tu sais, c'est une aiguille qu'on rentre auprès de... Donc, ça peut faire mal. Il y a une douleur qui est au niveau de l'épaule, ça, c'est certain. Il y a des effets secondaires connus, une simili-fièvre ou une simili-début d'infection. Au contraire, c'est qu'on fabrique justement des anticorps. Donc, tout ça rentre dans les effets secondaires. Maintenant, des effets secondaires graves, ça, c'est beaucoup plus touchy. Bon, c'est beaucoup plus rare. Moi, je dis toujours, tu sais, des phénomènes graves, il y en a dans la population. Okay? Partons avec l'idée que des thromboses, ça arrive fréquemment dans la population. Des syndromes de mort subite, ça arrive dans la population sans égard à quoi que ce soit. Des crises cardiaques, ça arrive. Il y a plein de choses, des phénomènes de Guillain-Barré, il y a plein de choses qui arrivent. Quand on vaccine avec des millions de doses dans le monde des personnes, il y a quelque part chez quelqu'un où ça va concorder avec le fait de vacciner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite mettre le vaccin en cause, c'est certain, si on vient de l'avoir. Maintenant, je suis la dernière au monde à prendre ces trucs-là à la légère. Je veux dire, il faut toujours regarder chaque cas de déclaration de trucs sévères qui se fait avec les vaccins. Mais c'est rarement, en fait, à chaque fois qu'un effet secondaire très sévère est pointé du doigt, c'est à peu près, je veux dire, les exemples montrent qu'à peu près à 100%, là, les liens de causalité ne sont pas faisables. Alors, tu sais, j'ai rien, moi, dans mon livre qui me... Oui, il y a des effets secondaires qui sont légers, là, avec les vaccins, ça, on le conçoit, mais des trucs sévères, comme de l'autisme, il n'y en a pas de lien, là, à travers les milliers de données qu'on a avec ça. Par exemple, les cas de thrombose avec AstraZeneca, est-ce que c'est vraiment dû au vaccin? Moi, je suis loin d'être convaincue. Je veux dire, il ne faut pas le prendre à la légère. Sauf que quand on regarde les données, c'est des cas qui sont très, très, très rares. Les thromboses, c'est des phénomènes qui sont quand même fréquents là, dans le monde. Et quand on administre, je le dis encore, des millions de doses, c'est sûr que ça va concorder avec des événements plus sévères dans la population, ça c'est certain. Donc, voilà pour ce qui est des effets secondaires. Là, moi, je suis tout à fait rassurée sur l'efficacité des vaccins et sur le faible effet secondaire qu'il y a et que le bénéfice majeur apporté par le vaccin va largement au-delà de l'effet secondaire apporté là, par la vaccination.
Docteur Menelas, après avoir injecté des personnes chez vous au Rwanda, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires que vous avez constatés ou des effets secondaires qui ont été portés à votre connaissance? Oui, absolument. Il y a eu des effets secondaires parce il y avait un système de monitoring post-vaccination. Il y a des gens qui n'avaient rien du tout, mais quand même, on a eu une centaine qui avaient, comme dit, des douleurs, un peu de bras gonflés, un peu de mobilité un peu réduite, mais c'est transitoire. Aussi, il y a eu aussi des fièvres, comme en début d'infection virale, ces sensations-là. Mais c'était vraiment transitoire, une journée ou 2 jours. Mais des effets secondaires graves, pendant qu'on en parlait beaucoup en Europe, surtout les thromboses, dans nos statistiques, on n'en voyait pas. C'est pour ça que on n'a pas interrompu notre programme de vaccination. On se disait peut-être c'est un problème de l'eau, les lots qui étaient distribués en Europe avec les lots qui étaient distribués en Afrique ou au Rwanda, ça pourrait avoir un lien direct, mais nous, on n'a rien vu. On était prêt à le détecter s'il y avait des effets secondaires graves comme prédit. Tout en parlant maintenant des thromboses, il faut aussi ne pas oublier que avant l'histoire de liaison entre les thromboses et le vaccin, le virus lui-même, c'est un virus qui est prothrombotique, comme on dit. C'est un virus qui peut se manifester avec une maladie thrombotique nouvelle, thrombose veineuse, embolie pulmonaire ou des infarctus du myocarde. C'était aussi parmi les manifestations de ce virus. C'est pour ça que vraiment, ça va être très, très difficile d'établir ce lien le lien entre le vaccin et les dits problèmes de thrombose. Merci. Et il y a eu beaucoup de polémiques autour du vaccin AstraZeneca particulièrement. Et on a vu plusieurs pays, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui ont suspendu son utilisation. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des vaccins qui seraient plus efficaces l'un que l'autre? Ce serait vraiment un peu dangereux de faire des comparaisons directes parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de pays qui ont interrompu leur programme de vaccination. Et pour moi, je trouve ça je trouve ça pas vraiment nécessaire. Ça a ralenti tous les efforts qui étaient en marche pour ralentir la maladie dans leur pays à cause de ce qui se disait à l'autre bout du monde. Je suis sûr que quand ils ont interrompu leur agenda de vaccination, ils n'avaient pas remarqué la même chose dans leur pays. Donc, ils ont pris les informations d'autres pays pour changer leur calendrier de vaccination de leur pays. Efficacité ou sans efficacité, on sait depuis que Pfizer est un peu supérieur. Quand on parle d'efficacité avec les données de laboratoire, AstraZeneca, c'était dit un peu moins efficace avec les données de laboratoire, mais on a aussi un travail de voir après la vaccination, qu'est-ce qu'on a vu en réalité après avoir injecté ces doses d'AstraZeneca et de Pfizer. Qu'est-ce qui est devenu cette communauté, cette société? Est-ce que la maladie continue sa propagation à une vitesse vertigineuse ou la maladie est ralentie? Et aussi, ça doit dépendre des autres mesures derrière les vaccinations, parce que la vaccination, ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire attention avec à ce moment de pandémie de COVID. On n'a pas beaucoup de choses à faire en complémentarité. Madame Trottier, c'est le débat qui se pose actuellement, celui de savoir s'il y aurait un vaccin qui serait plus prometteur que l'autre, surtout que chaque vaccin a son approche expérimentale. Ils n'ont pas utilisé les mêmes méthodes. Nous avons des vaccins qui ont pour vecteur viral l'adénovirus, mais d'autres vaccins comme celui de Pfizer, par exemple, qui a utilisé une technique très innovante, la RN messager. Est-ce qu'on compare un peu ces techniques? S'il y a un vaccin qui serait plus efficace, qui serait plus prometteur ou qui serait meilleur?
Alors, comme mon collègue vient de le dire, il est trop tôt, en fait, pour s'avancer vraiment sur les efficacités réelles de ces vaccins-là. Une donnée très importante qu'on a besoin de mesurer dans l'efficacité des vaccins, c'est l'efficacité à long terme du vaccin, ce qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Je veux dire, en VPH, on a vacciné des programmes à l'international sans savoir si on aura un effet à long terme. On surveille, puis s'il y a un booster qui est requis, je veux dire, c'est des surveillances qu'on doit faire à long terme. Donc, c'est la même chose un peu pour les vaccins qui sont là aujourd'hui. Est-ce qu'on va maintenir une efficacité, une immunité à long terme? Donc, ça reste à déterminer. Puis, il n'y a aucun, je veux dire, c'est le temps qui va nous le dire, là. Il n'y a aucune étude qu'on peut faire à l'heure actuelle pour nous indiquer. Maintenant, quand on parle d'un virus, généralement, l'immunité est très élevée, donc il n'y a pas lieu de penser. Là. Il n'y a rien qui m'indique qu'on va diminuer une immunité telle qu'on ne sera plus immunisé, mais c'est des choses qu'il faut surveiller. Donc, et pour moi, ces vaccins-là sont assez équivalents en termes d'efficacité pour prévenir les cas sévères. Je veux dire, à peu près, là, tout ce qu'il y a sur le marché en ce moment a l'air de fonctionner à 100% pour prévenir les cas très sévères. Là, en ce moment, c'est sûr qu'il y a des efficacités comme le Pfizer qui est peut-être un peu plus élevé sur le court terme, mais ça sera tout à fait à valider là, éventuellement à long terme, à très long terme. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec les variants? Est-ce que le virus va muter à un point tel qu'on aura moins d'efficacité de nos vaccins? Il y a plein de questions comme ça qu'il faut rester à l'affût, il faut maintenir la recherche, maintenir la surveillance, mais voilà. Donc, dans la stratégie vaccinale, on ne parle pas beaucoup ou assez des enfants et des femmes enceintes. Est-ce qu'ils ne sont pas concernés? Ou bien est-ce que les vaccins sont-ils dangereux pour cette catégorie de personnes, que ce soit les enfants ou les femmes enceintes? Donc, on ne parle pas très souvent. En fait, c'est pas que les vaccins ne sont pas efficaces. Au contraire, là, je veux dire, on administre des cocktails de vaccins aux enfants. Il n'y a aucune raison de penser que ces vaccins-là seraient dangereux chez l'enfant. Au contraire. Maintenant, les premières données commencent à sortir avec le vaccin de Pfizer qui serait 100% efficace chez les enfants. Puis honnêtement, je n'avais pas d'inquiétude. C'est juste que les essais cliniques, les études ne se sont pas faites chez les enfants parce que d'abord, ce n'était pas le bassin d'individus qui était touché sévèrement. Moi, je pense que la lutte à la COVID va nécessairement passer par une vaccination de la population entière. Je veux dire, on a des exemples dans le monde où, en fait, au Canada, on en a des exemples où on a vacciné des bassins de population qu'on voulait viser, donc qui étaient plus sévèrement touchés. Par exemple, pour la rougeole, dans certaines provinces, on n'a vacciné que des femmes pour le syndrome de rubéole congénitale. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas parce que le vaccin n'est pas 100% efficace, parce qu'on n'atteint jamais 100% de la population. Donc, il y a toujours des poches qui vont continuer de circuler. Donc, c'est important d'avoir l'ensemble de la population qui est vaccinée et moi, je pense que ça va nécessairement passer par une vaccination des enfants. Sinon, ça demeurera des vecteurs de transmission extrêmement importants dans la population où la COVID va continuer de se propager si on ne vaccine pas l'ensemble. Donc, voilà. Merci à vous, docteur Patient Kouzi, de nous avoir rejoints. Patient Kouzi est un médecin rwandais et nous avons une question pour vous. Je rappelle aussi, je profite pour rappeler aux participants, à ceux qui nous suivent, que vous pouvez aussi soumettre vos préoccupations et poser vos questions à nos participants. Cette question nous vient d'un participant et je vous l'adresse à vous, monsieur docteur, à vous, docteur Patient. N'est-il pas nécessaire de faire des analyses avant la vaccination, histoire de voir si la personne est compatible ou pas? Votre micro n'est pas activé. Voilà, J'étais au mute. Et premièrement, je vais vous excuser vraiment parce que j'étais en retard, parce que j'étais au travail. Et deuxièmement, je vais vraiment remercier Dr Minelas parce que Dr Minelas, c'est mon collègue et l'autre fois, c'est mon enseignant. Il m'a enseigné moi.
Alors que je suis très content d'être avec lui à ce panel. Alors que votre question, vous posez que, La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire des analyses aux gens avant de les vacciner? Non, des analyses, alors qu'il y a, avant la vaccination, d'être publié à la population ou d'être accepté pour un pays, alors qu'il y a vraiment des analyses ou des expérimentés qui nous ont déjà fait. Alors qu'au Rwanda, nous avons accepté 3 vaccins à ce moment-là. Il y a l'AstraZeneca, il y a la Pfizer, il y a la Moderna, mais la Moderna, c'est moins efficace, alors que les 2 vaccins que nous utilisons à ce moment, c'est l'AstraZeneca et le Pfizer. Ce sont des vaccins que nous utilisons aujourd'hui, à ce moment-là. Alors que pour maintenir ou pour connaître que ces vaccins sont vraiment efficaces pour la population, on donne le vaccin, mais avant que le vaccin soit accepté par l'OMS, il y a beaucoup de recherches qui sont déjà effectuées. Des recherches qui sont déjà effectuées, on commence des recherches avec des animaux. Premièrement, il y a des animaux, il y a l'expérimentalement avec les animaux. Après les animaux, il y a les personnes. Alors que après que ces vaccins quelconque, que ce soit l'AstraZeneca, que ce soit la Pfizer, alors qu'il y a les produits, il y a les recherches, il y a les nombres qu'on effectuait au niveau national. Nous allons revenir sur cette question-là. Monsieur docteur Menela, la question c'est de savoir si il faut procéder à des analyses avant de vacciner les gens. Est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il y aurait des personnes qui ne seraient pas compatibles au vaccin? Je ne pense pas que c'est une étape dans des étapes qu'on connaît dans la fabrication des vaccins pour prédire si cette personne va tenir ou pas. Mais dans la fabrication des vaccins et la distribution des vaccins, il y a des choses qu'on sait déjà qu'on doit faire nécessairement. Des études dans les animaux, essayer avec un petit groupe de gens, essayer avec beaucoup plus de gens, tout en regardant l'efficacité et aussi le safety. Si c'est un vaccin sans conséquences. Avec tout ça, tout ce qu'on aimerait voir, c'est la collaboration un peu plus étendue, parce que tu ne peux pas dire j'ai fabriqué un vaccin, mais j'ai essayé seulement dans une population asiatique. Il faut un peu de tout. Les Africains, parfois, nous sommes les moins, nous ne sommes pas trop impliqués dans les essais de vaccins. Et ça, c'est contre nous. Ça revient contre nous dans un moment, dans un sens ou dans un autre. Donc, on ne peut pas prédire. Mais avec toutes ces étapes très, très, très millimétrées, je dirais, on arrive à savoir si ça peut être dangereux ou pas. Madame Trottier, c'est une question qui nous vient encore d'un autre participant. Comment fonctionnent les différents vaccins? Quel est le mode de fonctionnement des vaccins en cours qui sont disponibles sur le marché contre le COVID-19? Le mode de fonctionnement des différents vaccins pour la COVID. Donc, en fait, il y a 2 grandes catégories, je dirais, de vaccins. Moi, je ne suis pas immunologiste, là, donc je ne peux pas vous expliquer la mécanique en arrière du détail. Il y a des vaccins à vecteur viral inactivé, ce qui fait donc l'AstraZeneca, ce qui est le genre de vaccin qui est pas du tout là, une nouveauté. Donc, c'est le genre de vaccin qu'on a développé pour plein d'autres virus avec lesquels on vaccine.
Il y a un peu plus une technologie qui est vraiment nouvelle, qui fonctionne à base d'ARN messager. Puis là, il faudrait vraiment aller dans la mécanique virale. C'est quand un virus infecte une cellule, il y a tout un processus. Donc, il y a des virus ADN, des virus ARN. Donc, c'est au niveau de ces mécanismes-là. Et il n'y a aucun vaccin encore de ma connaissance, là, qui avait développé une stratégie à base d'ARN messager, comme c'était le cas pour Moderna et Pfizer. Voilà, c'est ce que je peux un peu vous en dire dans le mécanisme. Ça prendrait un immunologiste pour expliquer vraiment les mécanismes en arrière. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter, là. Docteur Menelas, vous voulez aussi expliquer un peu le mode de fonctionnement des vaccins, comment les vaccins fonctionnent, comment les vaccins marchent? Le vaccin, voyons comment le faire, vous expliquer plus simplement. Vous voyez, le vaccin, c'est pour stimuler l'immunité de la personne, de reconnaître l'intrusion et de savoir comment s'y prendre à court terme, et aussi avoir ce qu'on appelle mémoire immunitaire. Si dans le futur, tu rencontres le même pathogène, tu peux produire des anticorps et lutter avec. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux exposer la personne à la maladie. C'est ce qu'on faisait dans le temps avec la variole. Variolation, on prend les lésions de la personne qui a la variole, et tu vas gratter ça sur la peau de la personne qui n'est pas malade pour que la personne qui n'est pas malade réagisse à ça, tout à la fois garder les anticorps et la mémoire immunitaire. Maintenant, à l'époque de la variolation, il faut aussi faire attention parce que tu peux faire cette pratique de variolation et la personne meurt avec. Donc, c'était dangereux. Donc, avec les technologies, on cherche à faire à stimuler ce mécanisme de façon qui n'a pas de conséquences. Maintenant, comme ma collègue l'a dit, la technologie avec les vaccins ARN, c'est tout à fait nouveau. On ne sait pas ce que ça va donner avec le temps, mais dans la même façon, ce n'est pas le virus qu'on va mettre en contact avec la personne, c'est l'ARN messager. C'est un messager c'est un messager en fait. Ça va entrer dans le corps de la personne, entrer dans la cellule de la personne et va fabriquer des protéines qui ressemblent à ces protéines que le virus porte, les protéines S. Et quand tu fabriques ces protéines, ton corps ne va pas faire la différence entre les protéines du vrai virus, les protéines qui sont fabriquées par l'ARN messager. Par exemple, en produisant cet anticorps, tu as les mêmes effets, tu as la réaction immédiate, les frissons, les courbatures, et aussi tu as la mémoire immunitaire à long terme. Mais jusqu'à quand, on ne saura pas, c'est trop tôt de le dire. On peut stimuler de cette façon et remarquer qu'après une année, tu auras perdu tous les anticorps et tu n'auras pas gardé la mémoire immunitaire. Donc, c'est trop tôt de dire qu'est-ce qu'on va obtenir de ces vaccins qu'on a eus, que ce soit AstraZeneca, que ce soit le vaccin ARN, que ce soit les vaccins du même virus atténué. Par exemple, ça a été utilisé par les Chinois, qui utilisent un virus complet, mais atténué. Donc, on saura avec le temps. Merci. Madame Trottier, pour mettre au point un virus, il faut environ une dizaine d'années, mais avec ces Covid-19, nous avons remarqué que les vaccins ont été conçus en moins d'une année. Est-ce que ça ne pose pas un problème? En fait, ça pose un problème. C'est qu'il y a beaucoup de processus éthiques, heureusement. Donc, effectivement, quand on développe un vaccin, c'est toujours extrêmement long. Il faut s'assurer de faire bien les choses. Il faut s'assurer aussi d'avoir du recul généralement. Quelques années en arrière, avant de se lancer avec des grands programmes de vaccination, là, on ne l'avait pas, ce recul-là. Ça s'est fait extrêmement rapidement, mais en même temps, j'ai jamais vu un déploiement de ressources économiques comme ça en temps, en argent, en chercheurs à travers le monde où on a uni nos efforts pour pouvoir développer quelque chose.
Donc, en même temps, en mettant toute cette énergie-là, autant en termes là, de temps que d'argent, c'est sûr que ça a amené au développement de vaccins extrêmement efficaces. Puis qui s'est fait là, dans des temps records, disons-le. Maintenant, on avait peut-être moins de recul, comme je disais, dans les analyses, surtout à long terme. Pour moi, où on s'est vraiment lancé, on avait des résultats sur quand même là, quelques mois, quelques semaines après des vaccinations. Donc, on s'est lancé avec ça. Pour moi, le point le plus important, c'est toujours cette efficacité peut-être à long terme, qu'on a moins, mais ce qui est important, c'est de faire de la surveillance. Il y a toujours l'idée de donner des boosters. C'est ça l'idée, en fait. Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais c'est juste que si cette efficacité-là diminue un peu, il faut donner des boosters qu'on appelle. Donc, voilà. Mais effectivement, ça s'est développé là, très rapidement, mais ce n'est pas ça qui est inquiétant, je ne pense pas, là, en termes d'efficacité. Alors, nous avons encore une question d'un journaliste basé au Cameroun, en Afrique de l'Est. Je lis la question. La question, c'est de savoir quel est le niveau d'efficacité des vaccins sur les personnes âgées de plus de 55 ans. Je ne sais pas si mes collègues, moi, je peux parler un peu peut-être de l'expérience canadienne parce que c'est sûr qu'on a peu de données. Là. Au Canada, on a pas mal fini là, de vacciner les 65 ans et plus, 70 ans et plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nette réduction drastique du nombre de cas de sévères. Donc, ce qu'on voit rentrer aux soins intensifs en ce moment, c'est plutôt les 40-65 ans, là, où justement, on voit vraiment l'efficacité, je pense, du vaccin chez les populations qui ont été vaccinées. Maintenant, on a très peu de données, c'est sûr. On fait tout un peu ici et là, les pays de la surveillance, avec des trucs qui sont peu documentés, qui ne sont pas publiés, mais ce qu'on a l'air de voir, en fait, ou de constater, c'est que ça fonctionne bien. Voilà. Docteur Menelas, est-ce que les vaccins que nous avons actuellement sont-ils efficaces contre les multiples mutations du virus? Nous avons vu le variant brésilien, le variant sud-africain, le variant anglais. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces mutations-là du virus? Les vaccins qu'on a pour le moment, déjà, on sait qu'avec AstraZeneca, on a une efficacité réduite jusqu'à 2 tiers selon les variants. Ça, c'est le message en général. Plus on a des mutations, plus le virus va muter, plus on va avoir moins d'efficacité prédite dans les études faites au laboratoire. Mais avec le temps, on va savoir aussi, après avoir vacciné les gens, on va suivre pendant des années l'efficacité de ces vaccins qu'on aura donnés. Ici au Rwanda, par exemple, nous avons une étude collaborative entre le Rwanda Biomedical Center avec l'Université de Californie et l'Université du Global Health Equity. On va suivre un bon nombre, 250 Rwandais, pour établir avec le temps combien d'anticorps seront gardés à long terme. Merci. Nous avons une autre question. La question, c'est de savoir, un diabétique peut-il être vacciné par l'AstraZeneca sans crainte? Sinon, quelles peuvent être les maladies qui peuvent s'aggraver sous l'effet d'AstraZeneca? Est-ce qu'une personne qui a le diabète peut se faire vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca? Absolument. Ce sont les gens qu'on a à haut risque qu'on doit protéger parce que quand ils contractent COVID, ils développent la maladie sévère. Donc, quand on a dit on va commencer avec les gens qui sont à haut risque, on a pensé effectivement aux diabétiques, on a pensé aux hypertendus, à tous ces gens qui ont une immunité un peu réduite pour qu'en avance, ils peuvent fabriquer les anticorps qui pourraient lutter contre la COVID-19. C'est après avoir remarqué que dans ces catégories, dans tous les pays,
sont les gens, quand ils contractent Covid, ils sont très malades, ils vont perdre des vies facilement, surtout la maladie du diabète. Merci. Madame Trottier, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on lit beaucoup de mal sur les vaccins et ce qu'on raconte sur les vaccins font parfois peur. Mais dans tout ce lot-là, dans tout ce que les gens racontent, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Une part de vérité, non. Il y a vraiment de la mauvaise information sur Internet par rapport à la vaccination puis par rapport à plein de choses, pas juste la vaccination. Donc, il faut faire très attention à la qualité de l'information qu'on y trouve. Moi, je le répète, je suis un chercheur indépendant qui œuvre depuis des années, où je fais de la recherche indépendamment avec des fonds de recherche que je vais chercher, moi, et rien ne m'indique, mais rien ne m'indique qu'il y a des effets secondaires tellement sévères à la vaccination pour empêcher la vaccination. Je veux dire, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. VPH, nommons-les. Je veux dire, la vaccination, je le répète, c'est un outil médical fantastique, très simple, où on fait réagir le système immunitaire qui nous protège pour des trucs extrêmement sévères. Ça sauve des milliers et des milliers de vies chaque année là, quand on pondère là, tout ce pour les maladies pour lesquelles on vaccine. Et j'aimerais ça vous en donner, là. Je les ai épluchés. Il y a vraiment de l'information, plein de choses qui circulent. Avec le vaccin VPH, on a vu des déclarations de choses complètement absurdes. C'est correct, on les déclare, on les analyse, mais j'ai rien, moi. J'ai rien dans mon livre qui peut me laisser penser que la vaccination n'est pas bonne. Et après s'être fait inoculer, après s'être fait administrer un vaccin, pendant combien de temps les anticorps restent-ils actifs dans le corps? La protection dure combien de temps après la vaccination? Bien, ça dépend énormément du vaccin. D'abord, un vaccin viral, généralement, va apporter une plus grande immunité. Un vaccin pour lesquels on vaccine qui sont des bactéries, en fait, comme la coqueluche, comme le tétanos, amène une immunité à long terme qui est beaucoup moins importante. Puis ça, c'est par la biologie. Là, une bactérie, on est moins sensible un peu à ça, là, si on veut. Donc, l'immunité apportée par ces vaccins-là sont moins grandes à long terme. Donc, c'est pour ça on fait revacciner là, pour ces genres de maladies-là. Maintenant, dans mon livre à moi, quand on a vacciné pour un virus, qu'on parle de rougeole, qu'on parle de rubéole, de VPH, l'ensemble des vaccins qu'on a d'hépatite, je veux dire, l'immunité, ce qu'on a comme données scientifiques, c'est que l'immunité est excellente à vie. Donc, avec 2 doses du vaccin de la rougeole, par exemple, on a une immunité qui va nous protéger à vie. Ça, on a beaucoup de recul en arrière de nous hein, pour l'analyser. Bien sûr, on vaccine depuis des dizaines et des dizaines d'années avec ces vaccins-là. Donc voilà, c'est... Docteur Menela, vous êtes docteur, vous avez une grande expertise en la matière. Dites-nous, est-ce que vous estimez qu'il y a des choses que beaucoup ignorent sur les vaccins? Bien évidemment, il y a des choses qu'on ignore sur les vaccins, comme on en ignore aussi sur les maladies les maladies émergentes et réémergentes. Et aussi, avec l'expérience de COVID-19, on a remarqué qu'il est très important. On n'a pas le vocabulaire pour communiquer à notre population. On parle de ARN. Qu'est-ce que ARN pour un villageois à gauche, à droite? Ils ne savent pas. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas remarquées. Il y a des choses qu'on doit travailler sur avec le temps. COVID-19, la vaccination nous a appris beaucoup de choses qu'on avait ignorées avec d'autres vaccins de polio, de variole et autres choses. Donc, on a beaucoup de choses à découvrir. C'est prédit que les maladies
dans le futur, il y a avoir un bon pourcentage des maladies qui sont d'allure virale, des virus qu'on connaissait dans le passé, qui auront changé de comportement, et des virus qui seront nouveaux pour nous. Donc, pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Madame Trottier, face à la vaccination, pourquoi tous les pays européens n'ont pas adopté la même stratégie, la même approche? Qu'est-ce que vous voulez dire par les mêmes… En fait, sur les gens qui ont été focusés ou les programmes en fait, d'intervention comme tels? Je veux parler en fait des gens qui ont été focusés pour recevoir le vaccin. Oui, en fait, on était complètement dans le néant. Hein? Ce qu'on voulait, c'était vacciner les personnes très à risque. En fait, c'est pas vrai. Ce qu'on veut faire, c'est vacciner tout le monde. Ça, j'arrête pas de le dire. Mais dans un contexte où on est limité en nombre de vaccins, chaque pays a fallu qu'ils mettent en place des stratégies pour focusser sur les populations les plus à risque. En fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'il fallait faire, bien sûr. Il faut vacciner toute la population, mais dans un contexte où les vaccins rentrent au compte-gouttes, donc il faut focusser sur les groupes vraiment à risque. Au Canada, on était un des premiers à dire, au lieu de donner une deuxième dose de Pfizer dans les délais prescrits, on va prendre plutôt cette deuxième dose-là et l'administrer à quelqu'un qui n'a pas été vacciné, puis on va faire attendre un peu plus longtemps pour les deuxièmes doses. Je pense que ça a été une excellente stratégie de différentes provinces du Canada de faire ça, parce qu'il faut le voir comme dans un but collectif. Maintenant, on a focusé sur des groupes plus à risque, mais tu sais, c'est un peu la question du néant. On ne savait pas trop. On savait que c'était les personnes âgées qui étaient les plus affectées. Donc, c'est surtout là où ça s'est fait. Mais je vous dirais, les divergences ont surtout eu lieu à la hauteur, en fait, de la non-connaissance qu'on avait, là. Docteur Menela, dites-nous, nous avons le vaccin et selon l'OMS, c'est actuellement le seul remède que nous avons contre le COVID-19. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez la même chose qu'actuellement, l'unique moyen de se débarrasser une fois de cette pandémie-là, serait-il le vaccin? Non, non, c'est pas l'unique moyen, c'est une addition sur d'autres choses qu'on avait entre nos mains pour se débarrasser ou limiter la gravité de cette maladie. On va toujours continuer à se laver les mains, on va toujours porter les masques dans certains pays. Que la connexion a fait un petit peu… Des moyens électroniques Voilà. et autres choses. Madame Trottier, est-ce que vous pensez que la vaccination en masse ou le vaccin est le seul remède efficace contre le COVID-19? Ben non, comme mon collègue, exactement. C'est sûr qu'avant de relâcher, il va toujours y avoir des poches dans la population qui vont continuer de faire circuler le virus. Donc, tant que ça ne sera pas en contrôle, il va falloir être encore très vigilant. Port du masque, distanciation. Donc, c'est des techniques qui fonctionnent pour ralentir, vraiment pour diminuer la transmission. Et tant qu'on n'aura pas une immunité de masse extrêmement importante, bien, il va falloir continuer aussi ces outils-là dans la lutte là, contre la pandémie. Oh, votre micro est fermé. Fermé, oui. C'est l'avant-dernière question avant de terminer, de clore ce webinaire. C'est une question qui nous vient d'un journaliste basé au Bénin. Je lis la question, elle dit ceci. Je voudrais savoir comment peut-on expliquer les nouveaux cas d'infection en Europe qui pourtant est en pleine campagne de vaccination, si on considère surtout les chiffres alarmants de la première vague. Faut-il craindre ce scénario aussi en Afrique? Je relis la question, c'est de savoir comment expliquer les nouveaux cas d'infection en Europe
et les cas en Europe sont alarmants. Et pourtant, l'Europe est en pleine campagne de vaccination. Est-ce qu'il faut craindre le même scénario en Afrique, c'est-à-dire vacciner et avoir un cas alarmant de personnes infectées? Est-ce que vous voulez que je réponde? Oui, bien sûr, si vous le voulez, madame. En fait, c'est extrêmement simple. On va toujours être très à risque, n'importe quel pays, de connaître des vagues encore extrêmement importantes tant qu'on n'aura pas une immunité de masse qui va être très élevée. Donc, quand même qu'on est en pleine campagne de vaccination, le pourcentage de population en ce moment qui n'est pas immunisée est beaucoup trop élevé pour empêcher des poches épidémiques. Donc, c'est certain qu'on va le voir. Puis la proportion de gens qu'on a besoin de vacciner dans une population pour étouffer des épidémies, c'est basé sur le fameux R0 qu'on parle. Donc, c'est le taux de reproduction donc, c'est le nombre de cas qu'un cas va faire. Donc, un cas de COVID va transmettre l'infection à combien de cas? Et basé là-dessus, on a un pourcentage de population qu'on va vacciner pour empêcher les épidémies. Par exemple, la rougeole, son R0, c'est autour de 13. Donc, si on veut prévenir les épidémies, il faut le descendre en bas de 1. Donc, c'est 12 là, divisé par 13. Donc, il faut 97 % à peu près de la population vaccinée pour qu'on empêche les épidémies. C'est beaucoup, là. Ce pourcentage-là peut être très élevé. Plus l'R0 d'une maladie, plus la maladie est contagieuse, en fait, plus la proportion de gens qu'on a besoin de vacciner est importante pour prévenir les niveaux épidémiques. Donc, oui, on va tous être à risque tant qu'une population, tant que la proportion là, de gens ne sera pas immunisée dans la population. Là, il y a des variants qui semblent beaucoup plus infectieux, beaucoup plus transmissibles, on peut dire, là, qui ont pas l'air à changer la morbidité, mais qui ont l'air d'être plus contagieux. Donc, ça joue encore sur le R0. Les vaccins ont l'air quand même efficaces sur ces variants-là, mais donc, ça nécessite encore là une proportion de gens vaccinés plus importante. Et là, on va être à risque jusqu'à temps qu'on y arrive. Docteur Menelas, y a-t-il des médicaments qui sont incompatibles avec certains vaccins? En général, on fait très attention avec les vaccins à virus atténué. Quand on parle d'un virus atténué, déjà, on se dit que les gens qui prennent des médicaments qui diminuent l'immunité, des médicaments contre les cancers en général, ou d'autres médicaments qui provoquent une immunité réduite, comme chez les greffés et autres, il faut faire attention avec les vaccins à virus atténué. Mais avec cette technologie nouvelle de vaccins ARN, ça peut être, si ça mûrit, beaucoup plus, ça pourrait être compatible avec pas mal de médicaments et de maladies aussi. Madame Troutier, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou quelque message à tous ces journalistes francophones qui nous suivent actuellement sur ce webinaire qui porte sur quelle est l'efficacité des vaccins contre le COVID-19? Juste vous dire merci encore. Je vous l'ai dit en début, mais vous êtes important pour transmettre le bon message, de l'information qui n'est pas erronée, de l'information basée sur des faits scientifiques. Donc, merci d'être là. Merci de faire ça. C'est grâce à des réseaux comme ça qu'on aura un impact plus important sur cette pandémie. Monsieur Menelas, une dernière chose, quelque chose que vous voudriez dire sur les vaccins qu'on a peut-être oublié de vous poser comme question? Pour dire aussi merci, le rôle de journaliste, c'est très, très important. Sans vous, on va jamais réussir et se sortir de ces problèmes qui touchent à la sécurité internationale globalement. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À vous, docteur Menelas, d'avoir accepté, accordé votre temps, qui est d'ailleurs précieux. Le temps des scientifiques en cette période de crise sanitaire est tellement précieux. Vous êtes tellement occupés, faites partie de ceux-là qui sont en première ligne face à cette pandémie et avoir accepté de passer ces moments-là avec des journalistes pour leur expliquer des informations sur la vaccination. C'est un honneur de vous avoir et je vous dis merci, merci encore. Et pour ces journalistes qui nous suivent, je rappelle que nous avons lancé un petit sondage
le modérateur du forum aimable à envoyer les questions dans la boîte de discussion. Je vous les enverrai également par mail après ce webinaire. Ces questions, c'est un petit sondage qui nous permet de savoir si ce webinaire a été utile pour vous, si ce webinaire a été riche, s'il a comblé vos attentes, ou si vous avez encore des questions, des recommandations, des remarques à nous faire afin de pouvoir satisfaire vos attentes et afin de pouvoir donner aux journalistes la matière et les ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir cette crise sanitaire et mieux sauver les gens. Parce qu'en période de crise, la bonne information peut sauver des vies. Merci encore. Et si vous êtes journaliste ou expert de la santé et vous n'êtes pas encore membre de notre forum, c'est l'occasion, vous pouvez nous joindre notre forum sur Facebook, Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum qui existe en 5 langues, que vous soyez anglophone, lusophone, hispanique ou même arabe. Vous pouvez retrouver l'un de nos forums sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin d'après-midi partout où vous êtes. Et au revoir. Merci encore une fois. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.